Donc, Alors, peut-être on va expliquer pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. La Dépakine, c'est un médicament anti-épileptique, c'est cela? voilà. Qui a été mis sur le marché en 1967 et qui serait aujourd'hui responsable de graves handicaps chez les bébés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec votre enfant. Voilà. Quand est-ce que vous avez commencé à en prendre de la Dépakine? Alors moi, à l'âge de 7 ans, en tout Vous cas. avez, pendant toute cette période, avant votre grossesse, un accompagnement particulier pour cette prise de Dépakine? Oui, oui, j'étais suivie par un neurologue, Oui. par un généraliste pour les reconductions d'ordonnances. Et je suis allée voir mon neurologue avant d'avoir un bébé. Je suis allée lui demander s'il n'y avait aucun risque, Mm. s'il y avait le moindre risque connu, que je le sache. Et puis à 25 ans, donc c'est là que vous décidez d'avoir un enfant. Voilà. Vous en parlez avec votre médecin de ce traitement Dépakine pendant votre grossesse ou pas? Ben, j'en parle à mon neurologue, parce que c'est lui-même Oui. qui est habilité à me dire ou non si on doit continuer, et comment le continuer, de quelle façon. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Il vous dit, il n'y a pas de souci, Il me dit, il vous n'y a pouvez aucun prendre votre problème. médicament? Non, il me dit, vous risquez un bec de lièvre, mais ne vous inquiétez pas, ça s'opère très bien. On vous suivra tous les mois pour les échographies régulières. Mais si on m'aurait dit que ça provoquait 40% de retard intellectuel, j'aurais décidé. Ce que je reproche, c'est que j'ai juste pas eu le choix. En fait, si j'avais su toutes les conséquences de ce que ça engendrait, j'aurais décidé. Alors, les dates sont importantes. Vous avez 25 ans, on est en 2001. Voilà. On est en 2001 et à l'époque, il y a déjà des alertes qui ont été lancées sur la Dépakine, mais il n'y a rien qui explique noir sur blanc qu'il peut y avoir des effets sur le fœtus dans la notice du médicament. Tout à fait. Et en 2004 arrive Romane. Voilà. Romane, ouais. C'est une enfant formidable, elle se bat. Au moment de la naissance, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quand Romane est née, c'était une enfant qui avait un cri particulier, c'est-à-dire qu'elle avait un cri très très aigu, mais comme endormie. Elle prenait pas le sein. J'ai voulu l'allaiter, malheureusement, elle ne prenait pas le sein. Elle s'endormait, elle dormait tout le temps. Elle était Donc ça pendant les toutes premières semaines? Oui, mais quand c'est votre premier enfant, vous ne savez pas. Oui. Comment un enfant se comporte. Donc bon, ma mère me disait, voilà, tu t'y prends mal, il faut t'y prendre de telle façon. Voilà. Moi, je pensais que je m'y prenais pas bien. Et que vous disaient les médecins par rapport à ces inquiétudes? Rien. Pour les 2 premiers mois qu'elle est née, rien. On trouvait ça bizarre. On m'a demandé de faire des tests génétiques. On suspectait une maladie génétique rare. Romane, dans son cas, elle coupait sa respiration. Et d'abord, on suspectait le bébé souhait. Donc je leur ai dit, écoutez, faites tous vos tests possibles et inimaginables, mais faites-le vite, parce que c'est pas ça. Donc quand vous dites bébé secoué, c'est-à-dire que c'est la double peine. On pense en plus que c'est de votre faute, Bien sûr, mais pour parler clair. après, c'est normal. Je comprends le corps médical qui s'inquiète, parce que malheureusement, il y a des cas comme ça qui se passent. Voilà. Et ça dure combien de temps tout cela, Marie-Hélène? Alors, Romane était au CHU pendant plus de 3 semaines. Moi, j'étais à l'hôpital mère-enfant. Donc c'est difficile parce que la culpabilité, elle est que voilà, je suis une mauvaise maman. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas bien? On cherche à comprendre, on nous dit pas tout. Dans le couple, c'est compliqué. Voilà, on a peur, on envisage le pire. C'est très difficile dans le couple de. Heureusement, j'étais énormément entourée. C'est ce qui a fait ma force, ce qui fait encore ma force aujourd'hui, c'est que Romane a été très très entourée. Et puis après, il y a eu un deuxième choc, je crois. C'est l'entrée dans le milieu scolaire, en maternelle. L'entrée en milieu scolaire, c'était compliqué parce que voilà, Romane en maternelle, elle fuit le regard. Elle était tout le temps, c'était un enfant qui était tout le temps isolé, qui se mélangeait pas. Et puis voilà, elle n'entendait pas bien, elle avait un vocabulaire très décousu. Pendant cette période de scolarisation, le début de la scolarisation, En maternelle. Comment est-ce qu'elle vit ça, votre fille? Est-ce que vous Ma communiquez fille... avec elle? Oui, Est-ce qu'elle oui. Elle a un rapport complice? C'est compliqué parce qu'elle fuit le regard. Le plus compliqué, c'est de ne pas avoir un échange avec son enfant. C'est-à-dire que je lui demandais qu'est-ce que tu as mangé à midi? Elle me disait spaghetti. Alors quand je lui demandais autre chose, elle me répondait spaghetti à chaque fois. Donc c'est compliqué parce qu'un enfant, même quand il est à la maternelle, vous échangez avec. Nous, c'est compliqué parce qu'on cherche l'échange. Et on ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas. On m'a privée d'une partie de l'enfance de ma fille. Mais bon, maintenant, il faut avancer. Pendant toutes ces années, vous consultez donc des spécialistes, vous consultez des médecins, vous êtes accompagné par un neurologue, mais personne n'arrive à poser de diagnostic et ça dure plusieurs années tout ça. Voilà, tout à fait. Et puis un jour, vous avez un déclic. En 2015, au journal de 20h, on regarde. Martine Martin est épileptique depuis l'âge de 6 ans.
Pendant ces 2 grossesses, elle a suivi un traitement anticonvulsif, la Dépakine. À l'époque, il n'est pas déconseillé aux futures mamans, qui ignorent alors tout des risques encourus par leur fœtus. Moi, dans la notice, il y avait marqué « Prévenez votre médecin ». C'est tout ce qui avait marqué. Donc j'ai prévenu mon médecin et effectivement, voilà ce qu'il y avait marqué dans le Vidal à l'époque. Chez une femme épileptique traitée par le valproate de sodium, il ne semble pas légitime de déconseiller une grossesse. Et pourtant, derrière ces larges sourires, la famille Martin vit aujourd'hui un véritable calvaire. Les 2 enfants sont nés avec un spina bifida, une malformation liée à un défaut de fermeture de leur système nerveux. Là, j'étais toute seule, j'étais devant mon ordinateur et je me suis mise à pleurer parce que tout de suite, la culpabilité. Mais pourquoi j'ai pris ce médicament? Mais pourquoi on m'a rien dit? Mais pourquoi on m'a pas informée? Comment ça se fait? C'est pas possible. Pourquoi les médecins ne m'ont pas informée? Voilà, Marine Martin qui est donc aujourd'hui à la tête de l'association des victimes de la Dépakine. Est-ce que ce sentiment de culpabilité dont elle parle, vous l'avez eu? Je l'ai eu et je l'aurai toujours. Je l'aurai toute ma vie. Parce que c'est nous qui avons pris. On s'est soignés, on a empoisonné nos enfants. Donc on aurait pu nous dire, mais on ne nous l'a pas dit. Quand vous voyez ce témoignage, vous comprenez immédiatement que vous aussi, Alors c'est vous êtes une victime Dépakine? C'est ma sœur qui a regardé la télé, qui m'a téléphoné en catastrophe et qui m'a dit « Marilène, regarde cette émission, c'est pas possible, c'est tout à fait les traits de Romane, je suis sûre que c'est ça, va renseigne-toi ». Et j'étais en train de voir une neuropédiatre. Et on m'a dit, ma neuropédiatre m'a regardée, m'a dit « Mais vous vous rendez compte tout ce que vous avez fait subir à votre fille ?» C'est-à-dire qu'on vous a On m'a culpabilisé. culpabilisée, tout à fait. La gravité des choses, c'est qu'on m'a culpabilisée. On m'a dit « Vous vous rendez compte tout ce que vous avez fait subir à votre fille? Elle a un retard, point. Arrêtez de chercher. » Voilà ce qu'on m'a dit. Mais moi, vous me dites ça, ben, mes copines vous le diront, j'arrête pas. Au Et contraire. pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on vous dit parce regardez que- ce que vous avez fait subir à votre enfant? Parce qu'elle faisait orthophoniste, elle faisait psychologue, elle faisait urologue, elle faisait tout ce qui était des spécialistes possibles et inimaginables pour l'aider, parce que voilà, on veut comprendre, on veut aider notre enfant, mais pour aider notre enfant, il faut bien savoir ce qu'elle a. Et tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas aider notre enfant correctement. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite de ce témoignage? Eh ben, j'ai décidé, mon dernier espoir, c'était effectivement de contacter cette association APESAC. J'ai parlé avec beaucoup de parents et un jour, une maman a mis une photo de son enfant et j'ai eu un choc. Parce que j'ai vu ma fille. J'ai vu ma fille en photo. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est Romane. Et je me suis intéressée sur les caractéristiques des problèmes de la Dépakine. Donc un faciès, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un faciès connu, des difficultés d'apprentissage, des troubles d'énurésie, des troubles d'audition, des troubles autistiques, des spina bifida. Il y a des traits de visage, Voilà. Il y a des traits de visage qu'on retrouve. Il y a un faciès qui est quand même évident, c'est-à-dire que la lèvre fine, un petit trait au-dessus de l'œil, il y a un nez large, comme vous pouvez le voir, racine du nez large. Donc voilà. Donc c'est connu. Donc vous avez réalisé que J'ai réalisé que c'était certainement ça. les troubles de votre enfant, c'était dû à cette prise de Dépakine. Voilà. Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous étiez... J'étais en colère. J'étais en colère parce que j'ai dû chercher moi-même. J'ai dû moi-même faire les démarches pour trouver. Mais aujourd'hui, voilà, je me rends compte qu'en fait, je suis plus seule. Parce que le pire de tout, c'est qu'on se sent seule. On se sent seule, on se sent incomprise, on se sent rejetée de la société, on se sent mauvaise maman parce que votre fille fait des colères. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'on est beaucoup de parents touchés. Quand vous parlez de colère, vous étiez en colère contre qui? D'abord en colère contre le corps médical parce que je me suis dit, ils auraient pu me dire, surtout qu'ils savaient. C'est-à-dire le neurologue, votre médecin? Le neurologue, la généraliste, oui, la neuropédiatre. Surtout, à la limite qu'on ne le dise pas, mais qu'on ne fasse pas culpabiliser les parents. Le plus gros, c'était de faire culpabiliser les parents. Ça, c'était inacceptable. Pour moi, vous me dites arrêtez de chercher, je trouve ça choquant. Donc oui, j'en ai voulu. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans une dynamique positive, c'est-à-dire que voilà, je suis allée voir une psychologue pour faire un travail de culpabilité. Ma fille est allée voir une psychologue, on lui a expliqué. Et maintenant, j'ai envie de me bouger. J'en ai marre de me porter en tant que victime, c'est trop, on n'avance pas. Comment elle va aujourd'hui, votre fille? Ouais, c'est une battante. Quel âge a-t-elle? Elle a 12 ans. Il y a eu des moments où, quand j'ai récupéré mes dossiers médicaux, j'ai craqué. Il y a un soir où j'ai craqué. Et j'ai ma fille qui m'a regardée et qui m'a dit «
Non mais maman, tu vas pas craquer, hein, parce que moi jusqu'au bout je fais mes devoirs. Hein. Comment vous voulez dire après ça? Vous pouvez que vous battre. C'est elle qui vous porte dans votre Ouais, c'est combat. elle qui me porte. Bon, et ça porte ses fruits puisque il y a eu une première victoire avec l'ouverture d'une information judiciaire après les plaintes des familles. Car pour l'instant, aucune responsabilité n'a encore été établie. Peut-être cette information judiciaire trouvera des responsables. Peut-être une première réaction, Jean-Christophe Brizard, sur ce qu'on vient d'entendre. D'abord une réaction ou témoignage très fort. Parce que ce que je ressens là, c'est également de la colère. De la colère parce que j'en ai discuté avec des neurologues qui me disent, quand ils étaient étudiants, c'est des neurologues qui ont à peu près 45 ans, qui me disent, quand on était étudiant, on nous a appris que la dépakine était fortement dangereux, déconseillé aux femmes qui voulaient procréer. Mais ce qui est scandaleux, c'est que votre neurologue ait continué de vous le prescrire quand vous avez indiqué que vous vouliez tomber enceinte. À l'époque, il le savait, c'était obligatoire de le savoir. On avait déjà de gros doutes sur les problèmes de retard, d'impact sur le développement neuro d'un enfant, donc sur de l'autisme. Mais là, ça n'était pas encore à 100% avéré. Jean-Christophe Brizard, quelques points de repère sur la dépakine, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias notamment. Sait-on combien y a-t-il de victimes aujourd'hui de la dépakine? Marisol Touraine parlait de 14 000 femmes exposées, je crois, entre 2007 et 2014. Je pense que c'est un minimum. Je pense qu'on est sur des dizaines de milliers de cas possibles. Ensuite, il peut y avoir des dégâts physiques, il y a des dégâts plus psychologiques, mais c'est certain qu'on est face à un énorme problème. Question simple, est-ce qu'on est face à un scandale de type Mediator ou pas du tout? Plus. Il y a des similitudes, mais la grosse différence, c'est que le Mediator était un mauvais médicament qui ne servait à rien, alors que la dépakine dont l'usage a été détourné. La dépakine est un très bon médicament. Voilà. Tous les spécialistes le reconnaissent, même les malades. Madame Martin le reconnaît, mais il y a des effets indésirables énormes pour les femmes qui veulent tomber enceintes, donc les effets communication. C'est la communication qui n'a pas été bien faite. Le défaut d'information, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec notamment Dominique Martin. Juste un mot sur ce sujet, Jean-Christophe Brizard. Deux éléments. D'abord, on est surpris que ce soit à chaque fois des lanceurs d'alerte qui déclenchent les informations. Si vous regardez bien, sur le Mediator, sur la dépakine, sur le Distilben, ce ne sont pas les autorités sanitaires, mais à chaque fois, ce sont des lanceurs d'alerte, des médecins ou des associations de victimes. Est-ce que pour vous, il y a une défaillance de la vigilance des autorités? Il y a surtout, encore aujourd'hui, bien après le Mediator, il y a toujours ce problème de mentalité de beaucoup de scientifiques, de médecins ou de responsables qui considèrent que les patients ne sont pas à même de comprendre et que quand ils demandent une information, ils demandent à savoir si tel ou tel médicament peut être dangereux, ils préfèrent taire les risques sous prétexte que s'ils informaient, le patient ne prendrait plus le médicament. Je pense qu'on peut parier sur l'intelligence de chacun. À partir de quel moment aujourd'hui un médicament est jugé dangereux? Tous les médicaments sont potentiellement dangereux. Ça, il faut le comprendre. Tous les médicaments, ce ne sont pas des produits anodins. Si on les prend mal, si on les prend trop, c'est vrai que les médicaments qui sont très dangereux sont sous surveillance, officiellement sont sous surveillance, mais il y a encore des ratés. Et on nous avait dit, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, après Mediator, avait dit plus jamais ça. Oui. Je vous assure, ça n'arrivera plus jamais. On change le nom de l'agence du médicament, ça n'arrivera plus, et on a la dépakine aujourd'hui. Dominique Martin, sur ce point, y a-t-il besoin d'un rééquilibrage? Est-il normal que les laboratoires s'occupent de l'ensemble de la chaîne de mise sur le marché d'un médicament, y compris des tests sur les médicaments? Alors, ils s'occupent de l'ensemble du produit qui leur appartient. Mais par contre, tout ça dans un cadre qui est très contrôlé. Mais la grande nouveauté, moi je voudrais insister, c'est ce que nous enseignent les témoignages qui ont été donnés, c'est la place du patient. Parce que je pense que tout ça, c'est un système qui est complexe et qui marche d'autant mieux, et c'est ça un peu le contrepoids, que les patients ont accès à l'information et ont accès à la parole. D'ailleurs, aujourd'hui, les patients, depuis 2012, peuvent eux-mêmes directement déclarer les effets indésirables. Il suffit d'aller sur le site de l'ANSM. Et l'autorité sanitaire a aussi besoin des patients et a aussi besoin des associations de patients, dont je tiens à dire qu'elles sont présentes dans la gouvernance de l'ANSM. C'est absolument... Les choses avancent, c'est ce que vous dites. Par contre, moi, en ayant rejoint un groupe de médecins spécialisés qui s'appelle le CAMS, il y a un médecin qui a signalé, il y a des années de ça, le problème de la dépakine, le problème des effets tératogènes. Mais le plus important aujourd'hui, c'est pas ça. Le plus important, c'est quelles sont les prises en charge pour nos enfants.
Parce que c'est bien beau de parler d'indemnité. Moi, le plus important, et je m'inquiète pour son avenir, c'est quelle est la prise en charge pour mon enfant. Patrick Hérin, votre réaction là-dessus? Il y a une problématique de prise en charge, mais aussi de reconnaissance d'avoir été une victime. Ça, c'est important. Ce à quoi je suis très sensible dans votre témoignage, madame, c'est le fait qu'effectivement, on ne peut pas laisser les patients ou les patientes qui sont victimes d'un aléa thérapeutique en général ou du médicament en particulier trop longtemps dans l'attente d'une réponse, que ce soit dans la prise en charge, surtout dans le suivi et éventuellement dans l'indemnisation. La prise en charge est essentielle parce que le sentiment de culpabilité que vous avez, madame, c'est aussi le sentiment d'être seul et de ne pas être encadré dans le suivi de sa propre pathologie ou de celle de son enfant. Ça, c'est pour le constat, mais la solution. Il existe un système en France qui est remarquable, qui est l'ONIAM, qui est un système qui indemnise les victimes d'aléas thérapeutiques. Je crois qu'il faut travailler autour de ce système pour le développer et faire en sorte, et c'est d'ailleurs la position qu'a prise la ministre tout récemment en ce qui concerne précisément la dépakine, c'est de s'appuyer sur ce qui existe et qui fonctionne pour peut-être élargir le périmètre de ce système et permettre ainsi de ne pas laisser les patientes et les patients qui ont éventuellement un effet secondaire d'une thérapie trop longtemps sans accompagnement. C'est une étude et une recherche. On a l'équipe scientifique, elle est là, elle est prête à le faire. Nous, on est prêts aussi à faire cette recherche. Ça nous a été refusé. Un mot de Dominique Martin, et ça sera le mot de la fin, sur cette reconnaissance des victimes. Est-ce que les choses ne vont pas trop lentement, au vu de l'enjeu et au vu de la souffrance qu'il y a derrière? Alors, oui. Toujours trop lentement, mais elles évoluent quand même de manière significative et grâce à l'énergie qui est déployée par les associations. Et on doit reconnaître, par exemple, que par exemple, sur la dépakine, le rôle de la PESAC est absolument majeur, c'est évident. Pour moi, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est pas l'un contre l'autre. On a besoin des patients, on a besoin des lanceurs d'alerte, on a besoin des associations, on a besoin que les patients puissent déclarer les effets indésirables. Ils donnent des informations sur les effets indésirables que ne donnent pas ni les praticiens ni les laboratoires. Donc c'est une information qui a une qualité particulière. Et nous, de notre côté, on a beaucoup de choses à faire. Pardonnez-moi, monsieur, mais sur les autodéclarations, donc des effets secondaires des médicaments, nous, Association Réseau DES France, il a fallu insister, il a fallu plusieurs mois pour qu'on vous demande de revoir votre système, ce qui n'était pas adapté à nous, puisque nous ne sommes pas, je ne suis pas la personne qui a pris le médicament. Et votre formulaire, tel qu'il était fait, nous empêchait de répondre. Et je rappelle que nous sommes 160 000 de ma génération et 108 000 de la troisième génération. Votre formulaire de déclaration des effets secondaires nous empêchait d'y répondre. Donc, il a fallu qu'on l'obtienne, nous, l'association. Voilà. Si vous voulez me faire dire que l'administration que je dirige est parfois lente, je le reconnais volontiers. Et mon engagement, c'est de faire en sorte que les choses évoluent plus rapidement parce que, voilà, on le voit, c'est extrêmement important. Voilà. Exactement. Il y a une volonté de vouloir reconnaître les victimes et on vous comprend. Il y a une volonté de faire avancer les choses qui ne vont peut-être pas assez vite, mais il y a cette volonté-là. Merci pour ces explications. Merci pour votre participation. C'est un sujet important que nous avons abordé ce soir. Jean-Christophe Brizard, je rappelle le titre de votre livre, Effets secondaires, le scandale français. C'est aux éditions First. Merci à tous les 7 pour votre participation. C'est la fin de cette soirée continue. Merci à Emmanuel Franck pour la préparation, à Philippe Lallemand et ses équipes pour la réalisation, à Ophélie Raduro, Caroline Dumont et Géraldine Levasseur et à toutes les équipes de MFP. Merci à vous surtout pour votre fidélité. Dans un instant, Frédéric Tadei et son émission Hier, Aujourd'hui, Demain. Merci, bonsoir.